Je pleure. Je pense à lui aussi, beaucoup. Il se dit pas « Papa me cherche pas ?» Pourquoi personne me cherche ? Nous, on sait pas dans quel état il est. Et à ce moment-là, c'est tout ce que je me dis. C'est très dur, rentrer le soir, de pas le retrouver. Il a 18 ans. Au micro, c'est Sébastien, le père de Stanislas. Avec son fils, il va vous raconter une histoire de dingue. Stanislas a disparu pendant 3 jours après un accident de voiture. 3 jours. 3 jours d'angoisse. 3 jours passés dans la voiture, introuvable malgré la recherche des gendarmes, le vol des hélicos. 3 jours d'horreur pour la famille. Cette histoire, elle débute le lundi 23 octobre 2023. Stanislas est alors âgé de 18 ans et il travaille de nuit comme ouvrier dans l'un des plus grands abattoirs de France en Bretagne. Ça fait 3 semaines. Il veut se faire un peu d'argent pour s'offrir une nouvelle voiture. Son poste, une ligne de production qu'il occupe de 2h30 à 9h30 du matin, comme son père. Les gestes y sont répétitifs, la besogne harassante. Alors ce jour-là, ce lundi 23 octobre 2023 à 10h, quand il rentre sur les routes étroites des départementales, Stanislas n'a qu'une seule idée en tête, s'allonger dans son lit pour faire une sieste. Sauf que, à cause de la fatigue, du brouillard breton, Stanislas effectue une sortie de route. À bord de sa Clio bleue, le jeune homme fait un vol plané d'une 30aine de mètres avant de s'encastrer au fond d'un fossé, caché sous une épaisse végétation. D'un coup, la voiture disparaît. Stanislas n'est pas mort sur le coup, mais il ne peut plus bouger, sonné par le choc de l'accident, polytraumatisé. S'engage alors une course contre la montre pour le retrouver. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les gens du coin. Salut Steven. Bonjour. Donc toi tu es journaliste au Penthièvre et donc on va raconter l'histoire de Stanislas. Comment tu as eu vent toi de cette histoire ? L'info est d'abord sortie sur les quotidiens. Une battue était organisée pour retrouver ce jeune homme disparu. Quelques mois après, je me suis dit que c'était intéressant de retrouver Stanislas, de savoir comment il allait. Parce que comme on va l'écouter dans cet épisode, tu es le seul journaliste à qui il a bien voulu parler. Est-ce que tu te souviens du dernier souvenir clair que tu as eu avant l'accident ? J'imagine que non. Ce jour-là, j'ai même pas pris de photos ni de vidéos. Donc je me souviens de rien du tout. Alors que je prends toujours des photos, toujours des vidéos de moi, peu importe de quand. Et là, j'ai rien pris. C'est quand la première fois que vous vous êtes dit, après l'accident, là, ça commence à pas être normal. Là, mon fils ne revient pas, il se passe quelque chose de grave. Dans l'après-midi, après ma sieste, après les appels de tout le monde qui me dit que c'est pas normal qu'il n'ait pas répondu au téléphone. C'est pas normal qu'il n'a pas envoyé de snap. C'est là où je me dis, oui, là, il y a un réel problème, quoi. On essaye de tous s'appeler, on essaye de l'appeler et on se rend à la gendarmerie. S'il a un problème, il m'aurait appelé. J'étais du matin comme lui, je sais très bien et il savait très bien que pour le moindre problème, il m'aurait appelé. Il m'aurait dit « Papa, viens, ça va pas » ou... À aucun moment vous dites que ça peut être une fugue, Non, jamais. Non, il était très bien dans sa tête, il travaillait, il prend pas de drogue, il boit pas non plus... à outrance non plus. Mais la gendarmerie, ils vous disent qu'il faut attendre le lendemain, le mardi 24 octobre, pour commencer à signaler la disparition. Ça, comment vous le vivez, ça ? Pour eux, il a 18 ans, il peut très bien partir sans nous donner de nouvelles. C'est son droit, donc il faut attendre le lendemain, quoi. Alors que nous, on sait qu'il n'est pas parti, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il fallait attendre le lendemain, on a refait la route à pied avec des amis... Pour essayer de retrouver la voiture, de retrouver un signe, un truc. Quelle route ? La route de son boulot jusqu'à la maison, à peu près une 20aine de kilomètres. Donc vous avez tout fait à pied ? En voiture et on s'arrêtait, on faisait des bouts à pied, mais une grosse partie à pied. Alors moi je m'appelle Maëva, je suis la grande sœur de Stanislas, celle du milieu. Après moi j'ai été la première à être au courant, on va dire. Parce qu'en fait, c'est sa copine du moment qui m'avait envoyé un message sur Insta en me disant il devait être
15h, je pense, elle m'a dit oui, j'ai pas de nouvelles de Stanislas, il devait m'appeler en rentrant chez lui après le travail. Moi, je me dis, bon, bah, c'est bizarre, j'essaie de l'appeler, je vois sa localisation Snap, qui est un peu loin, mais pas loin de chez son parrain. Mais du coup, c'est la route dans tous les cas. Donc, Et après, je commence à m'inquiéter. Lolo, notre grande sœur, n'était pas là. Donc forcément, j'ai essayé de la contacter, mais c'était son premier jour dans un nouveau travail, donc elle n'avait pas son téléphone. Donc en fait, à 19h, on a rejoint papa et maman et on leur a dit, c'est pas normal, quoi. Et directement, on a été à la gendarmerie. Après, on a cherché une bonne partie de la nuit avec son meilleur ami et d'autres amis d'ailleurs. Ma meilleure amie à moi aussi. Et on n'a rien trouvé, quoi. En même temps, il a été disparu depuis 13h et nous, on était à minuit, sans lumière presque, avec nos téléphones, nos flashs, à crier. Finalement, le mardi 24 octobre, donc, vous signalez sa disparition. Il y a un début de battue qui est organisé. Ça, c'est le mercredi 25 octobre. Donc c'est finalement presque 48 heures après la disparition de Stanislas. Il y a 2 hélicoptères, des gardes-chasse, c'est d'ailleurs Steven Couzigou qui l'écrit dans Le Penthièvre, des volontaires, mais toujours rien, il n'y a rien du tout. En fait, le problème, c'est le bornage du téléphone qui nous a fait perdre beaucoup de temps. Parce que le matin, quand on arrive à la gendarmerie, on signale sa disparition et les gendarmes, avec l'opérateur, déclenchent un bornage pour savoir où la dernière fois que le téléphone a été allumé et a borné. Et il a borné à 20 km environ de l'endroit, peut-être même plus. Hein. Et il a borné pas du tout où qu'on l'a retrouvé. Et en fait, le bornage nous a dit qu'il est là-bas. Il a borné là-bas hier. Donc il est par là-bas. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Sa petite amie habitait à côté. Tous les signes étaient là pour qu'il soit dans ce coin-là. Sauf qu'il n'y était pas. En fait, c'est assez différent parce qu'on a tous un tempérament un peu différent. Papa et maman, ils étaient au bout de leur vie. Moi, j'étais plus dans les recherches. J'ai mobilisé tous mes amis, etc. Et moi, je cherchais qu'une chose, c'était craquer son téléphone. J'ai réussi à rentrer dans le téléphone. Mais en fait, il n'avait pas mis sa localisation iPhone. Donc en fait, on peut rentrer sur les Insta, sur les nains, mais on peut pas trouver sa localisation. Donc moi, je me suis focalisée sur ça. Puis je parlais avec les journalistes, je faisais tous les trucs à côté. J'ai essayé de faire manger maman, essayer de faire manger papa. Un peu de tenir la baraque, ouais, en fait, essayer de trouver des solutions. Ouais, c'était plus ça. Je pleure beaucoup, pour vous dire la vérité. Je pense à lui aussi, beaucoup. Qu'est-ce qu'il pense ? Parce que forcément, je me suis dit, mais il se dit pas, papa me cherche pas. Pourquoi personne me cherche ? Nous, on sait pas dans quel état il est. Et à ce moment-là, c'est tout ce que je me dis. Il doit se dire, mais on m'a abandonné ou comment ça se fait, quoi. Alors que non, sauf qu'on ne le retrouve pas. C'est très dur, rentrer le soir, de ne pas le retrouver. Il a que 18 ans. Moi, j'en ai 50. Je trouvais que c'était injuste. Et puis, on le sait tous, ça arrive toujours aux autres. C'est ce qu'on se dit, ça arrive toujours aux autres. Et quand ça vous arrive à vous, c'est spécial, quoi. J'imagine 48 heures sans dormir, à refaire le fil en permanence, à essayer de comprendre ce qui se passe. Ouais, et puis il y a tous les à côté. Tous les à côté, les gens mauvais. Oui, vous recevez des messages sur les réseaux sociaux, c'est ce qui est écrit dans l'article. Oui. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Que mon enfant est avec eux, que je suis un mauvais père, que pour une somme d'argent, ils le forceront à revenir. Évidemment, je sais très bien que ce n'est pas vrai. Au global, quand même, il y a eu beaucoup de volontaires. Il y a eu beaucoup de personnes qui vous ont aidé. Tous les gens du coin ont été solidaires, quoi. Puis la gendarmerie, au bout de, je sais pas, peut-être avant le mercredi, on est entendu par la police, perquisitionné à la maison, parce qu'on ne retrouve pas une voiture. Oui, c'est ça. En fait, vous êtes même soupçonné par la gendarmerie. Pas encore, mais on sent que c'est une enquête et qu'il faut passer à l'étape supérieure à un moment donné. C'est quand même une voiture. À un moment donné, le gendarme m'appelle, je suis à la recherche, ils me disent que vous avez de la famille dans le 76, on a vu la voiture, tout le monde voyait la voiture. À un moment donné, il l'avait vu à Plédran aussi. C'est un peu les montagnes russes parce qu'on pense l'avoir retrouvé, mais on ne le retrouve pas.
Et c'est vrai que le mercredi, il y a eu un élan de solidarité pour le rechercher qui était quand même énorme. Oui, j'avais réellement l'impression que c'était un rêve et que on allait me pincer et que j'allais me réveiller et voilà quoi. Un peu comme si par exemple je sais pas, tu gagnes une grosse somme et t'as l'impression qu'on va te dire rêve pas, hein, c'était une blague. Bah là c'était un peu pareil. Par moments j'avais ce sentiment là de me dire je vis une caméra quoi. Ça c'est une partie de la route qu'on a refait plusieurs fois. Que ce soit le premier soir après la gendarmerie quand ils nous disent demain et le jeudi quand on l'a retrouvé. Donc est-ce que vous pouvez nous décrire à quoi ça ressemble? C'est tout droit là? Oui, c'est tout droit, c'est toujours tout droit. Ça c'est la route en fait qu'il empruntait lui tous les matins et le soir en rentrant du travail. Donc nous c'était regarder derrière ces barrières, voir si la voiture n'était pas en contrebas, parce que c'est très vallonné. Vous allez voir tout au long de la route que c'est plein de ravins, c'est plein de grands fossés, c'est plein de... Toi Stanislas, ça te fait quoi là déjà là, de revenir un tout petit peu sur... Je suis déjà passé ici pour aller chez mon parrain, mais en soi moi la route elle me fait rien du tout, elle me fait jamais rien. Mais justement j'aimerais bien aller sur les lieux. Ouais. On va y aller. Le jeudi 26 octobre, alors que les gendarmes vous déconseillent d'effectuer une battue pour éviter de prendre une balle de la part des chasseurs, vous y allez quand même. Vous allez refaire la route. Oui, on refait la route avec... Encore une fois. Avec son parrain. Vous êtes donc avec, oui, voilà exactement, votre beau-frère, un ami, un mari d'une collègue. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On refait tout à pied. Et on finit par le retrouver derrière une barrière, à l'endroit improbable en plus. Donc, qu'est-ce que vous voyez en premier ? C'est des débris, mais même pas à vue. Hein. Ils sont derrière la barrière. Et mon beau-frère en jambes, il regarde et là, plus bas, il voit encore d'autres débris et la voiture. Quand vous comprenez que la voiture est là, que c'est la voiture de votre fils, après 72 heures de disparition, elle est dans la végétation, qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? C'est un sentiment bizarre. Parce que jusqu'à avant d'aller à la voiture, on ne sait pas si dans quel état il est, quoi. C'est horrible de dire ça, mais on voulait le retrouver dans n'importe quel état, je veux dire. Donc finalement, vous descendez ? On lui parle avec le beau-frère, on lui parle, on voit qu'il bouge les doigts, mais il est compressé par la voiture qui est très écrasée, et la tête vraiment... je ne sais pas comment il a fait pour tenir comme ça pendant 3 jours. Et il bouge juste les doigts, et donc j'appelle les secours. J'appelle sa mère qui était à la gendarmerie, justement à ce moment-là, qui était entendue par la gendarmerie, puisque pour eux, tout continue. Oui, toutes les éventualités. Là, maintenant, aucune piste n'est... Là, à ce moment-là, eux, ils ont basculé sur un autre scénario, un peu. Puisque pour eux, c'est juste pas possible que... Depuis 3 jours, on ne retrouve pas la voiture. Et papa m'a appelé et papa m'a dit au téléphone, je l'ai retrouvée. Donc moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré et en fait, et il me dit rien d'autre. Il me dit, je l'ai retrouvée. Donc je lui dis, et il comprend que je commence à paniquer. Et il me dit, il est vivant. Parce qu'il bouge en fait. Et c'est moi qui ai appelé maman. Et en fait, il y a eu un mouvement de panique. J'entendais de l'autre côté du téléphone un mouvement de panique dans la gendarmerie. Parce qu'en fait, ils ne voulaient pas l'annoncer directement à maman et Lolo. Parce que ça allait faire tout un... Donc moi, j'ai appelé un ami qui m'a emmenée parce que c'était hors de question que je prenne ma voiture. J'avais pas le choix, de toute façon. Mon ex-belle-mère, elle voulait pas que je conduise. Et en fait, Lolo et maman ont été emmenés directement par la gendarmerie. Toi, Stanislas, quand tu entends ton père
et ta sœur raconter ces 3 jours, qu'est-ce que ça te fait là aujourd'hui ? Déjà, ça me fait plaisir parce que je sais que j'ai une famille qui me soutient, qui va toujours me soutenir, quoi. Et je suis un peu content de ça. Et après, moi, le reste, je m'en rappelle plus, donc pour moi, il s'est passé un blackout. Justement, en parlant de ta famille et de votre relation entre vous, qu'est-ce que ça a changé, cet accident ? Est-ce que vous aimez encore plus qu'avant ? Est-ce que vous avez noué une certaine complicité ? Bah alors, pour le coup, maintenant, j'ai plus consolidé la famille. Maintenant, je pense qu'à la famille et mes amis proches qui font partie de ma famille maintenant. Bon, est-ce que tu veux nous redire où est-ce qu'on est là alors ? On est entre Collinet et Moncontour, les lieux de mon accident. Mais du coup, là, on a perdu l'endroit. Vous en souvenez plus ? Bah, ils ont préféré l'oublier, l'enlever de leur mémoire, je pense. Non, mais je pense qu'ils ont prolongé la barre en fait. Elle était pas aussi longue. Donc c'est là ? Ouais. Ça parle pas plus que ça. Si, moi c'est plus là et c'était plus là dans la descente là, en bas. Mais bon, là il n'y a plus de végétation, il n'y a plus d'arbres. Là, il y avait plein de... Donc Il a rasé le poteau là, T'es arrivé de par là ? de là-haut, ouais. Donc en descendant ? Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait vous de retourner là sur les lieux ? Ah, ça me donne des frissons. Où est-ce que vous l'avez vu l'enjoliveur ? Derrière la barrière. Donc un peu plus en amont ? On a enjambé, on a vu un bout de rétro. Et après, en regardant, on a vu la voiture. Je me demande juste comment j'ai fait pour passer de ça en ça, de la route à là, sans toucher la barrière. C'est quand même fou, je trouve. On est juste là. Avec les moutons. Et là, tu vois, là on voit la route alors qu'on la voyait pas. Je pense que t'as fait genre un... Tellement il y avait de la végétation et des arbres. Là, tu vois, la route, on la voit, mais on la voyait pas à l'époque. En fait, ce qui se passe quand vous voyez le corps de Stanislas dans la voiture, c'est qu'il est descendu à 30 degrés. Il est en état d'hypothermie, déshydraté, polytraumatisé. Et il faut une bonne heure pour essayer de désincarcérer le corps de Stanislas. En fait, il est tombé dans le coma. Et donc, on l'emmène direction le CHU de Pontchaillou à Rennes en ambulance. Les médecins, ils vous préparent à quoi à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? On ne sait pas ce qu'il a vraiment, puisque personne ne nous dit rien. Brièvement, sur la route, le médecin nous dit qu'il est dans le coma et qu'il part sur Rennes, mais il nous en dit pas beaucoup plus, quoi. Le lendemain, c'est très dur, puisqu'on l'a retrouvé. Moi, je le vois vivant, je le vois avec bouger ses doigts comme ça. Et là, elle nous dit clairement, il faut déjà qu'il passe la semaine. Donc après les 3 jours de recherche où tu te demandes si tu vas le retrouver, comment tu vas le retrouver. Là, tu le retrouves. Moi, je sais bien qu'il n'était pas en super forme quand on l'a retrouvé, mais quand j'entends il faut déjà limite qu'il passe la semaine, c'est très dur à entendre. Parce qu'à partir du moment où il a été retrouvé, on a pu le voir le soir même. Et en fait, le lendemain matin, on devait voir le médecin. Et le médecin, il nous dit clairement, il va mourir en fait. Et ils nous le disent clairement, on ne peut pas vous donner de l'espoir parce que c'est mauvais, vu la situation dans laquelle il est. Et elle nous explique tout ce qui peut se passer. C'est-à-dire qu'il faut remonter la température, que si c'est mal fait, il peut avoir un organe qui lâche, qu'après, avec les œdèmes, comme il est trop jeune, etc., enfin plus jeune, le cerveau, s'il gonfle, il y a très peu d'espace entre la boîte crânienne. Si ça gonfle trop, arrêt cérébral. Ils nous disent tout ça et en fait, t'es là, t'écoutes, tu prends l'information. Après, ils te disent on va mettre une sonde pour gérer, voir si ça gonfle ou pas dans son cerveau. Et après, ils nous disent vous allez aller pouvoir le voir, mais le problème c'est que la nuit s'est mal passée. Il est sur le ventre pour respirer et il a gonflé. Sauf que on arrive dans la chambre, on le voit, mais méconnaissable. Rasé, la tête rasée sur le ventre, tout gonflé, tu reconnais pas que ça soit ton frère ou ton enfant en fait. Et on a tous pleuré et moi c'est le moment où j'ai tout relâché. J'avais pas pleuré des 3 jours où on le cherchait. En fait, heureusement qu'on était tous là et qu'on se soutenait tous. Et puis moi j'ai eu tellement de messages, plein de gens hyper gentils, des gens qui disaient on prie pour vous. On a eu un accompagnement de fou et je les remercie tous. Et encore maintenant, à chaque fois que j'en parle et tout, je suis tellement contente. Même que ça soit pour la battue, il y a eu un nombre de personnes, mais c'était un truc de fou en fait.
Tu ne te souviens évidemment pas de ton réveil, mais est-ce qu'on t'a raconté comment ça s'est passé ? Moi, j'ai pas vécu tout ce qu'ils ont vécu, donc en soi, je me suis endormi et je me suis réveillé, on va dire 1 mois après. C'était un long sommeil, quoi. Moi, je comprends que le plus dur, ça a été pour eux. Genre jusqu'à que je me réveille, c'était le moment le plus dur pour eux parce que moi, j'étais inconscient, j'étais pas forcément là, quoi. Donc oui, pendant une semaine, t'as ce coma éveillé. Oui. Ça, est-ce qu'on t'a raconté aussi comment tu étais ? Je bougeais les yeux, je bougeais les doigts, je parlais pas encore parce que j'ai pris du temps à parler quand même. C'était plutôt quand je suis revenu ici à Saint-Brieuc. Je me suis dit ça va être long, ça va être très long et moi je pouvais pas attendre. Parce que je pensais que j'avais tout récupéré alors qu'en vrai j'avais pas tout récupéré du tout. Il y a plein de choses que je savais pas faire. C'est par exemple sauter, je sais pratiquement pas le faire. Je sais le faire mais j'ai un peu de mal. Courir, je peux courir, mais je ferai jamais un marathon là, demain. Jamais de la vie. Et genre, il y a plein de choses. Et je voulais arrêter la rééducation parce que j'en pouvais plus. J'avais me dire, j'ai 19 ans, je veux pas être en rééducation à mon âge. Et je suis j'ai tout fait. J'ai fait 2 ans et demi de rééducation ou 2 ans, je sais plus. La vie d'avant me manque un peu. Parce que je pouvais faire ce que je voulais, j'étais... Là, si, imaginons, je veux sauter quelque part, bah je sais que j'aurais beaucoup de mal. Il a une deuxième chance, comme je lui dis souvent, une deuxième chance, faut bien vivre, pas la rater, profiter, voilà quoi. Merci à Stanislas, Sébastien et à Maëva pour avoir bien voulu témoigner au micro d'actu.fr. Merci aussi à Steven Kozigou, notre journaliste du journal Le Penthièvre, c'est notre local. Vous venez d'écouter Les gens du coin, une série dont l'envie est de raconter la vie des êtres humains qui habitent à côté de chez vous. Nous, on se dit à la semaine prochaine.